Deuxième épisode, le chariot de Thespis. Sous le règne de Louis XIII, le baron de Sigognac, jeune et sans fortune, vivote dans son château de Gascogne. Une troupe de comédiens ambulants s'arrête un soir chez lui et demande l'hospitalité pour la nuit. Séduit par la pure Isabelle et désireux de tenter fortune à Paris, Sigognac quitte la demeure de ses pères pour suivre le chariot de Thespis. Le hameau choisi par la troupe pour la nuitée se composait de 5 à 6 cabanes faites de torchis, couvertes de grands toits de chaume brunis de mousse et tombant presque jusqu'à terre. Devant les portes se tenaient quelques marmots au gros ventre, aux membres grêles, au teint fiévreux, vêtus de chemises en guenilles. Sur le seuil de sa chaumine, une femme maigre aux yeux bistrés berçait entre ses bras un nourrisson famélique. Accroupie à côté de sa fille, la grand-mère, plus courbée et plus ridée qu'écube, rêvassait, le menton sur les genoux et les mains entrecroisées sur les os de ses jambes, en la position de quelque antique idole égyptiaque. Oh, l'horrifique, désastreuse et damnable vieille. À côté d'elle, les parcs sont des poupines. Elle est si confite en vétuste et si obsolète et moisie qu'aucune fontaine de jouvence ne pourrait la rajeunir. C'est la propre mère de l'éternité. Cette sorcière a été sans doute belle en son avril, car ce sont les plus jolies filles qui font les plus horribles vieilles. Avis à vous, mesdemoiselles. Quand je songe qu'il suffirait d'une 60aine d'hivers jetés sur vos printemps pour faire de vous d'aussi abominables vieilles que cette momie échappée de sa boîte. Oh, mon Dieu, cela m'afflige en vérité. Oh, Blasu, vas-tu te taire? Ah, voici l'auberge de Maître Chirikiri. Le soleil bleu. À terre, tout le monde. Laissez-moi vous aider, mademoiselle. Et moi? On m'oublie, ça me semble. Que nenni, ma chère duègne. Insolent. Scapin, Oui, conduis le chariot sous le hangar, là-bas. Contrairement à ce que l'on pourrait penser en voyant ce misérable village, il n'existe pas à 10 lieues à la ronde une hostellerie si commode en bâtiment, si bien fournie en provisions et victuailles, si flambante en bon feu, si douillette en coucher que l'hostellerie du soleil bleu. Et ceci est d'autant plus vrai que la plus proche auberge est éloignée de 2 bonnes journées de marche au moins. Après vous, monsieur le baron. C'est que je... Si, monsieur le baron, vous êtes à l'endroit des femmes, d'une réserve glaciale. Ne m'offrirez-vous point le bras pour entrer? Mes seigneurs, mon humble établissement est à la disposition de vos seigneuries. Rêve de courbettes, Chirigiri. Et va bousculer tes marmites et ton marmiton. Nous mourrons de faim, pas le sang bleu. Je ne vous demande que quelques minutes, mes seigneurs et gentes dames. En attendant, asseyez-vous. Pousse-toi, Chiquita. à l'angle du banc, sommeillait une enfant maigre et chétive. Appuyée au mur, elle laissait choir sur sa poitrine sa tête d'où pleuvaient de longues mèches de cheveux emmêlés qui empêchaient de distinguer ses traits. Son costume se composait d'une chemise de toile grossière et d'une cotte de futaine jaune, taillée jadis dans le morceau le moins usé d'une jupe maternelle. Que servirai-je à vos seigneuries? Ma maison est approvisionnée de tout ce qui peut convenir à des gentilshommes.
Quel dommage que vous ne soyez pas arrivé hier, par exemple. J'avais préparé une hure de sanglier au pistache. Si délicieuse aux fumées, si confite en épices, si délicate à la dégustation. Il n'en est malheureusement pas resté de quoi mastiquer une dent creuse. Cela est en effet bien douloureux. La hure au pistache me plaît sur tous autres régals. Et qu'eussiez-vous dit de ce pâté de fenaison dont les seigneurs que j'hébergeais ce matin ont dévoré jusqu'à la croûte, après avoir mis à sac l'intérieur de la place, sans faire quartier ni merci. J'eusse dit qu'il était excellent, maître Chirigiri, et j'aurais loué comme il convient le mérite non pareil du cuisinier. Mais à quoi sert de nous allumer cruellement l'appétit par des mets fallacieux digérés à l'heure qu'il est? Au lieu de ces plats défunts dont la succulence ne peut être révoquée en doute, mais qui ne sauraient nous sustenter, récitez-nous les plats du jour. Car la faim aime à table l'indicatif présent. Foin du passé, c'est le désespoir et le jeûne. Le futur, au moins, permet à l'estomac des rêveries agréables. Vous avez raison. Le souvenir n'est guère substantiel. Mais je n'ai pu m'empêcher d'être au regret de m'être ainsi imprudemment dégarni de mes provisions. Hier, mon garde-manger regorgeait. Et j'ai commis, il n'y a pas 2 heures, l'imprudence d'envoyer au château mes 6 dernières terrines de foie de canard. Des foies admirables, monstrueux. Oh, quelle noce de canal on ferait de tous les mecs que vous n'avez plus et qu'on dévorait des autres plus heureux. Mais c'est trop nous faire languir. Avouez-nous ce que vous avez après nous avoir dit ce que vous n'aviez pas. J'ai de la garbure, du jambon et de la merluche. Donnez-nous de la merluche. Du jambon. De la garbure. Mais aussi, quelle garbure! Des croûtons mitonnés dans la plus fine graisse d'oie, des choux frisés d'un goût ambroisien et cuits avec un lard plus blanc que la neige au sommet de la Maladette. Un potage à servir sur la table des dieux. L'eau m'en vient à la bouche, servez vite. Famille, laissez vite le couvert dans la grande salle. Quant au jambon, j'espère que vos seigneuries en seront satisfaites. Il peut lutter contre les plus exquis de Bayonne. Il est confit dans le sel gemme. Et sa chair, entrelardée de blanc et de rose, est la plus appétissante du monde. Nous le croyons comme précepte d'évangile. Mais déployez vivement cette merveille jambonique, ou bien il va se passer ici des scènes de cannibalisme, comme sur les galions et les caravelles naufragées. Oh là-haut, toute la marmitonnerie, qu'on se démène, qu'on s'évertue, qu'on se précipite. Ces nobles voyageurs ont faim et ne sauraient attendre. Il y a ici, en tout et pour tout, qu'une servante, la mionnette. Mais on pourrait croire, en effet, quand Chérigiri présente sa note, avoir été servi par une armée de valets. Vos grâces pensent sans doute que la merluche est un régal vulgaire. Et en cela, ils n'ont pas tort. Mais il y a merluche et merluche. Celle-ci a été pêchée sur le banc de Terre-Neuve par le plus hardi marin du golfe de Gascogne. C'est une merluche de choix, blanche, de haut goût, point coriace, excellente dans une friture d'huile d'Aix, préférable au saumon, au thon, au poisson épais. Nous serions flattés d'ingurgiter cette merluche, mais Corbatch, que ce mirifique poisson daigne sauter de la friture dans l'assiette où nous allons nous dissiper en fumée. Il ne serait point décent de manger la friture avant le potage. Vos seigneuries sont trop bien élevées pour se permettre les incongruités semblables. Patience, la garbure a besoin d'un bouillon ou 2. Corne du diable! Je me contenterai d'un brouet lacédémonien s'il était servi sur l'heure. La petite fille s'était réveillée. Ses yeux étranges exprimaient une admiration enfantine et une convoitise féroce, et il se tenait opiniâtrement fixé sur les bijoux d'Isabelle et de Séraphine, dont la petite sauvage ne soupçonnait pas le peu de valeur. Le souper est servi.
Maître Chiriguiri. Là, que vous disais-je? Si vos seigneurs y veulent bien passer dans la grande salle... La soupe à mes chiens. Un picotin d'avoine à mon cheval, un morceau de pain et de jambon pour moi. Ah, regarde ton calcul à mon piqueur. Mon voisin, le marquis de Bruyères. Tout de suite, monsieur le marquis. Nous avons justement là une troupe d'illustres comédiens qui s'apprêtent à passer à table. D'illustres comédiens. Et aussi quelques jolies comédiennes. Mais ne voilà-t-il pas avec eux le baron de Sigognac? Oh, mais oui, voilà longtemps que nous nous sommes vus, baron. En effet, marquis, mais vous savez que je sors peu. Il m'a fallu une occasion. Et je comprends. Permettez, mademoiselle, que je prenne place à vos côtés. Faites donc, monsieur. Et si vous avez soif, comme je le crois. Grand merci. Et voici ma garbure. Le marquis, en véritable homme de cour, respecta la réserve de Sigognac et ne parut plus s'occuper que de la soubrette, à qui il débitait des galanteries superlatives qu'elle acceptait avec des éclats de rire propres à montrer jusqu'au gosier sa denture magnifique. Bruyère, désireux de pousser une aventure qui se présentait bien, jugea à propos de se dire tout à coup fort épris de théâtre et bon juge en matière de comédie. On manque par trop en province de ce plaisir propre à exercer l'intellect, à affiner le langage, à augmenter la politesse et à perfectionner les mœurs. Je n'aurais pas mieux dit, monsieur le marquis. Mais qui vous empêche de venir donner quelques représentations des meilleures pièces de votre répertoire dans mon château de Bruyères? Il serait facile de dresser un théâtre dans l'orangerie. Par ma foi, rien de plus facile en effet. Et notre troupe, une des plus excellentes à couvrir la province, est au service de votre seigneurie, depuis le roi jusqu'à la soubrette. Voilà qui tombe, on ne peut mieux. Pour les conditions, vous fixerez vous-même la somme. On ne marchande point avec Thalie, laquelle est une muse aussi bien vue à la cour qu'à la ville et en province, où l'on n'est pas si topinambou qu'on affecte de le croire à Paris. Je vous l'assure, mademoiselle. Zerbine, pour vous servir, monsieur le marquis. Ah, je l'espère bien. Quelle nouvelle, Chiquita? Il est venu à l'auberge, un chariot plein de voyageurs. On a porté 5 grands coffres sous le hangar, qui semblaient assez lourds, car il fallait 2 hommes pour chacun. Oh, quelquefois les voyageurs mettent des cailloux dans leur bagage, pour se créer de la considération. Auprès des hôteliers, ça s'est vu. Les 3 jeunes dames qui sont avec eux ont des galons de passementerie d'or sur leurs habits. L'une d'elles, la plus jolie, a autour du cou un rang de gros grains blancs, d'une couleur argentée et qui brille à la lumière. Oh, c'est bien beau. Des perles, bien ça. Pourvu qu'elles ne soient pas fausses. Les galants du jour ont des morales surlâchées. Mon bon Agostine, si tu coupes le cou à la belle dame, tu me donneras le collier. Oh, ça t'irait bien, hein. Et concourerait merveilleusement à ta tignasse ébouriffée et à ta chemise en toile à torchon. J'ai fait si souvent le guet pour toi. J'ai tant couru afin de t'avertir. T'as jamais fait attendre ta nourriture dans tes cachettes? Même lorsque la fièvre me faisait claquer du bec et que je pouvais à peine me traîner. Oui, tu es une brave et fidèle, Chiquita, mais nous ne le tenons pas encore, ce collier. Combien as-tu compté d'hommes? Un gros et fort. Hein? Un vieux, un jeune, un maigre,
un qui a l'air d'un renard, et un autre qui semble un gentilhomme, bien qu'il ait des habits mal en point. 6 hommes. Hélas, ce nombre ne m'eût pas effrayé autrefois, mais je reste seul de ma bande. Ont-ils des armes? Ah, le gentilhomme a son épée, et le maigre sa rapière. Pas de pistolet ni d'arquebuse? J'en ai pas vu. À moins qu'il les ait laissés dans le chariot. Mais Chirigueri m'aurait fait signe. Allons, risquons le coup. Et dressons l'embuscade. 5 coffres, des broderies d'or, un collier de perles. J'ai travaillé pour moi. Viens m'aider à réveiller nos affidés. Hélas, à quoi en suis-je réduit? Au lieu d'une bande de vigoureux drôles, je n'ai plus que des mannequins courir de guenilles. Des épouvantails à voyageurs. Ah, celui-ci. C'était Matacierpes, un garçon charmant qui, avec sa navaja, traçait des croix sur la figure aussi proprement qu'avec un pinceau trempé dans du rouge. Bon gentilhomme, d'ailleurs, présentant le coude aux dames pour descendre de coche et détroussant les bourgeois d'une façon grandiose et royale. Voilà sa cape et son sombrero que j'ai pieusement dérobé au bourreau comme d'Erlich et dont j'ai revêtu l'homme de paille qui remplace ce jeune héros espagnol digne d'un meilleur sort. Pauvre Matacierpes. Ça le contrariait d'être pendu. Comme noble, il prétendait avoir le droit d'être décapité. Par malheur, il ne portait pas sa généalogie dans sa poche et il lui fallut expirer perpendiculairement. Vite, Ah, celui-là. C'est Isqui Bayabal. Plein de cœur à l'ouvrage. Un fameux. Mais il avait quelquefois trop de zèle et se laissait aller à tout massacrer. Il faut pas détruire la pratique, que diable. Du reste, peu à Proguin, toujours content de sa part. Et quelle belle attitude il eut sous la barre du tortionnaire lorsqu'il fut roué en pleine place d'Orthez. Ah. Et c'était ton père, Chiquita. Dis une prière pour le repos de son âme. Hein? Un éclair de métal qui flamboie dans l'ombre inspire parfois une terreur salutaire. Anselme, un vieux routier, travaillant sur le grand chemin comme sur le champ de bataille, avec du sang-froid, méthode et discipline. Une pistolade en pleine figure me le ravit. Irréparable perte, mais je vengerai sa mort. Ça sera pour la première fois. Oh, et cet autre, Chiquita, qu'en peux-tu dire? Hubert le Simple. Il a rendu l'âme à la question, ne voulant pas convenir par modestie de ses hauts faits et refusant avec une constance héroïque de livrer les noms de ses camarades à la justice, trop curieuse. Bien. Ah, et voici à la place d'honneur le grand Lavidalote, mon maître. Salut à toi, Ulysse de la Pince et du Gros, qui de mauvais écolier que j'étais, me fit bandit émérite. Tu m'as appris à me déguiser de 20 manières différentes, à ficher le couteau dans le nœud d'une planche à 30 pas de distance, à moucher une chandelle d'un coup de pistolet, à passer comme la bise à travers les serrures, à me promener invisible par les logis. Que de bonnes doctrines je reçus de toi, grand homme. Pourquoi faut-il que la fortune marâtre t'ait réduit à mourir de faim dans cette caverne dont les issues étaient gardées et où les sergents n'osaient pénétrer? Allons, toi, à qui indigne j'ai succédé, commande cette petite troupe chimérique et falote, spectre des braves que nous avons perdus. Vos ombres, glorieux bandits, suffiront à détrousser ces bélitres. T'as oublié d'armer ces mannequins. Oh, c'est vrai. Ah, quoi donc pensais-je? Les plus beaux génies ont leur distraction. Mais ça peut se réparer. Ah. Eh ben, il va me manquer une arquebuse. Donne-moi cette branche. Elle est assez droite et de bonne longueur. Ah, bien. Là. Je pense que tes voyageurs partiront tôt et passeront à l'aube devant l'embuscade, instant favorable, car il ne faut à nos hommes ni trop de lumière,
ni trop d'ombre. Le jour les trahirait, la nuit les cacherait. En attendant, hein, faisons un somme. Hein? Sous la vie! Toute résistance est inutile! Au moindre signe de rébellion, ma troupe va vous arquebuser! En garde, Marot! Désarmé, oh, maudit chien! Tiens, t'en avras! Agostine attrape! Merci, Chiquita! Doudou, l'ami, tu es pris! Enfer! Lâche ton arme! Là! Viens! Notre homme est désarmé pour la seconde fois, monsieur le baron. Et je... Aïe! Mais qui m'a mordu? Une vipère m'a piqué le mollet. Ne crains rien, Sylvain, ce n'était que cette fille. Aïe! Mais oui, mais ne mords plus, sinon t'auras affaire à moi. Je te confisque ton couteau, bonhomme. Le soleil se lève et l'heure n'est plus à l'embuscade. D'autant plus qu'il paraît que les arquebuses de ces messieurs ont fait long feu à cause de l'humidité de la nuit. En tout cas, ils ne sont guère braves. Ils laissent leur chef dans l'embarras et ne bougent non plus que des termes mythologiques. Ce ne sont que des hommes de paille, habillés de guenilles, armés de ferraille, excellents pour éloigner les oiseaux des cerises et des raisins. Vous pouvez descendre, mesdames, il n'y a plus rien à craindre, ce n'était qu'un péril en peinture. Tu as fait peur à ces dames, drôle. Et pour ça, tu mériterais d'être pendu, mais si, comme je le crois, elles te font grâce, je ne te conduirai pas au prévôt. Le métier d'argousin ne me ragoûte pas. D'ailleurs, ton stratagème est assez picaresque et comique. C'est un bon tour pour extorquer les pistoles aux bourgeois poltrons. Ton imaginative m'induit à l'indulgence. Tu n'es point platement voleur, et ce serait dommage de t'interrompre en une si belle carrière. Hélas, je n'ai pas le choix d'une autre. Il ne reste plus que moi de ma troupe. Le bourreau m'a pris mes premiers, second et troisième rôles. Il faut que je joue tout seul ma pièce sur le théâtre du grand chemin. Ah, c'est un sort plein de mélancolie. Avec ça, il ne passe personne sur ma route. Mais je n'ai pas le moyen de m'en acheter une autre. Chaque chemin un peu fréquenté a sa compagnie. Les fainéants qui travaillent s'imaginent que tout est rose dans la vie du voleur. Il y a beaucoup de chardon. Comme il dit cela, oui, il ferait presque pitié. Voilà mon coup manqué. Un coup bien machiné, qui devait me faire vivre 2 mois et me donner de quoi acheter une capeline à cette pauvre Chiquita. Votre courage intempestif m'ôte le pain de la bouche. Puisque je n'ai rien pu vous voler, au moins, faites-moi l'aumône. Ah, tiens. Voilà 2 pistoles pour boire à notre santé. Prends ce morceau d'étoffe, petite Chiquita. Tu pourras t'en faire une jupe. C'est le collier de crin blanc que je voudrais. Prends-le aussi. Attends, je vais te le passer au cou. Là, il est à toi. Oh, vous êtes bonne. Je ne vous tuerai jamais. Tu viens de te faire une amie, Isabelle. Un peu de frais, je l'avoue. Eh bien, il ne me reste plus qu'à ramener ma troupe au cantonnement. Quant à nous, il est temps de nous remettre en route. Mesdames, veuillez, s'il vous plaît, regagner vos places dans le chariot de Thespis. Le succès nous attend chez le marquis de Bruyères. Vous vous êtes conduit comme un héros de roman, monsieur le baron. Et sous votre sauvegarde, on voyage en sûreté. Comme vous avez bravement poussé ce bandit, que vous deviez croire soutenu par une bande bien armée. Ce péril était bien peu de chose, à peine une algarade. Et pour vous protéger, Isabelle, je fendrais des géants du crâne à la ceinture. Je combattrais des dragons, je traverserais des forêts magiques, je descendrais aux enfers.
Votre présence ou votre pensée seulement m'infuse quelque chose de surhumain. La rhétorique du baron est peut-être un peu exagérée. Mais le galant paraît sincère. N'en doute pas, Séraphine. Isabelle est aimée.